tous et bienvenue sur le plateau de Télé Sud. Il n'y a pas besoin de sillonner le monde pour prendre conscience de son insignifiance, mais ça aide. Et quand on remonte le Mékong ou qu'on navigue en Méditerranée, on réalise très vite qu'on a peu de chances de laisser une trace durable sur cette terre, que nos vies sont comme des pas dans le sable. Il y a une bonne façon de marquer son passage, c'est d'écrire. Écrire un livre, c'est comme ouvrir un parachute, ça ralentit la chute, et puis c'est une issue de secours. Et c'est ainsi donc que des acteurs de la politique internationale, des diplomates, des humanitaires, des ministres aussi, écrivent des livres, et il arrive même qu'ils les écrivent vraiment, qu'ils ne se contentent pas de les signer, qu'ils les écrivent de bout en bout. C'est le cas d'Yves Maudre, qui a régné pendant plus de 30 ans, c'est terrible, sur les enfants du Mékong. Il a pris en main une petite association humanitaire et il en a fait une grande ONG. Et grâce à lui, une foule de Cambodgiens, de Laotiens, de Vietnamiens et de Philippins ont appris à lire, à écrire et aussi à aimer la France. Et des Français ont appris à aimer l'Asie du Sud et ses habitants. Yves Maudre y a gagné toutes sortes de décorations, notamment le prix des droits de l'homme de la République. Il y a aussi gagné des souvenirs, des amis. Et c'est cette galerie de héros qu'il nous présente dans ce livre. Ils sont seuls contre le monde. Merci d'être venu jusqu'ici pour nous présenter cette armée du courage sur le plateau de Télé Sud. Mais avant, on va rejoindre Jean Glavany, parce que lui aussi, il a eu sa part de gloire. Il a été en responsabilité, comme on dit. Il a été le chef de cabinet de François Mitterrand, il a été ministre de la République, il a été député et il a été un pilier du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et maintenant, lui aussi s'efforce de dresser peut-être un inventaire. Il publie un carnet de voyage qui est un tour de la Méditerranée. Et ce carnet de bord, ça se lit comme on boit l'apéritif l'été, en plein soleil, mais à l'ombre. C'est réjouissant. On réfléchit, on rêve aussi. Bonjour Jean Glavany, et merci de répondre à ce coup de fil. Merci à vous. Alors on dit que les marins sont taiseux, mais vous êtes un voileux du genre bavard, et vous passez votre temps sur votre pont à méditer, et à haute voix, à écrire, et même à parler à la mer. Oui, mais je réfute plutôt le terme de bavard. Je suis plus bavard par l'écrit qu'oralement. La méditation ne suppose pas forcément le bavardage. Et parler à la mer, ça peut se faire, je veux dire, en silence, si j'ose dire. Ça peut être une ode. Alors, parce qu'il faut dire que vous avez... Il y a un but, il y a un fil conducteur de votre périple, c'est que vous suivez les traces d'Ulysse. Vous aviez besoin d'un prétexte pour lever l'ancre, alors que le monde entier rêve d'en faire autant en plein confinement. C'est un prétexte, et c'est pas vraiment un prétexte, c'est surtout une méthode que je me suis donnée, parce qu'au fond, ce livre qui est un mélange de souvenirs personnels, de navigation et un carnet de voyage, comme vous l'avez dit, et en même temps de collection de travaux que j'ai menés, notamment pour le compte de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, tout autour de la Méditerranée, de Turquie en Libye, en passant par tous les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient. Pour mettre tout ça en ordre, si j'ose dire, j'avais besoin d'une feuille de route. Et je l'ai longtemps cherché devant mes cartes marines, et puis je me suis dit, mais quelle meilleure feuille de route peut-il y avoir que celle de l'Odyssée et du voyage d'Ulysse? Et c'était la bonne manière, selon moi, en mettant mes pas dans ceux d'Ulysse, non pas pour aller à la recherche de ce qu'étaient les sirènes, les lotophages, et autres barbares de l'époque d'Ulysse, mais pour voir vous savez que plus personne ne lit Homère, qu'on redécouvre en fait Ulysse grâce à vous, hein. Voilà, mais j'ai voulu surtout me servir de toutes ces allégories d'Homère et dans l'Odyssée pour voir ce qu'était devenue la civilisation méditerranéenne 3000 ans après. Et ça a été une feuille de route très précieuse, en dehors du fait qu'elle est très agréable à suivre. Oui. Ok, on va parler de choses sérieuses, parce que effectivement la Méditerranée, votre livre, c'est l'occasion de dire beaucoup de choses, notamment sur la Méditerranée, qui est évidemment le carrefour entre l'Orient, l'Occident, le Nord, le Sud, l'Europe, l'Afrique. Vous cherchez d'ailleurs au début qu'est-ce qu'ont en commun ces riverains,
Et la première chose que vous dites, c'est assez léger, c'est l'huile d'olive et c'est l'ail. Donc un certain plaisir, une certaine manière, un certain art de vivre. Hein, ça commence léger. Ça commence léger comme le voyage d'Ulysse. Car c'est parce que j'ai pris les traces d'Ulysse que la première étape d'Ulysse se déroule de Troie vers la Tunisie, vers Djerba, et où il rencontrera le pays des lotophages. Et les lotophages, c'est ceux qui donnaient ce bonbon délicieux au miel qui annihilait toutes les capacités des marins. Et j'ai voulu remontrer qu'un des points forts de la culture méditerranéenne, ce sont ses odeurs, ses saveurs, ces plantations. Et voilà, ce qui fait que quand on navigue en Méditerranée, on rencontre les odeurs de maquis avant de voir les côtes. Oui, mais ça tourne très vite au tragique, parce qu'il y a les cyclopes, par exemple. Il y a les cyclopes que vous racontez, ce que moi j'avais complètement oublié, que Ulysse échappe à la vengeance des cyclopes en disant qu'il n'est personne. Et aujourd'hui, on se dit, mais finalement, on connaît des tas de régimes au sud de la Méditerranée qui se cachent, qui échappent à la colère du peuple en faisant croire que c'est la faute à personne s'il y a tant de retard, tant de violence, tant d'injustice chez eux. Hein ? Oui, les cyclopes d'Ulysse étaient au fond l'expression d'une barbarie, puisque il exterminait tout ce qui leur résistait. Et j'ai voulu réfléchir à ce qu'était la barbarie d'aujourd'hui en Méditerranée. Et d'une certaine manière, je l'ai trouvé avec ces milliers de morts. Enfin, d'une certaine manière, j'ai fait le rapprochement de cette allégorie de la barbarie d'Ulysse, rencontrée par Ulysse, avec celle rencontrée par les migrants au milieu de la Méditerranée, où au fond, on laisse mourir de pauvres gens qui sont des naufragés avant d'être des migrants, qui sont des humains avant d'être des migrants. Et cette barbarie, j'ai voulu la toucher du doigt à travers une conversation avec un de mes lointains cousins, mais un de mes cousins qui a servi sur l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, ce qui m'a permis de toucher concrètement du doigt ce drame épouvantable et d'une certaine manière barbare. Oui, c'est que vous pouvez parler de beaucoup de choses parce que vous embarquez à l'escale toutes sortes de gens, d'invités, et avec eux, que ce soit Jean-Noël Jeannet avec lequel vous parlerez de la Grèce, que ce soit ce neveu, par exemple, qui a sa vie effectivement sur l'Aquarius. Vous parlez de toutes sortes de problématiques différentes. Sur la Libye, vous parlez longuement du sort épouvantable des migrants qui sont réduits en esclavage là-bas. Vous regrettez d'avoir approuvé l'intervention occidentale qui a mis à bas Kadhafi et qui a libéré tous ces démons en Libye? Je la regrette sans la regretter, c'est-à-dire que je ne regrette pas mon vote, parce que le vote et l'intervention militaire en Libye a probablement évité un carnage qui allait se dérouler de la part des troupes de Kadhafi, qui allait exterminer des milliers de Libyens si on ne l'avait pas arrêté. Mais je regrette que cette intervention n'ait pas été suivie d'une aide et d'une coopération à la construction d'un État démocratique. On a aidé et puis après, rien ne s'est passé. Et du coup, la Libye est un énorme chaos. Alors, on en parle aujourd'hui, ces jours-ci, un espoir de gouvernement d'union nationale, mais il y en a eu tellement d'espoir depuis tant d'années qu'il faut croiser les doigts. Mais cette intervention a été une bonne chose à très court terme, et puis elle a semé un chaos dont on n'est toujours pas sorti. Ouais. Alors, bon, effectivement, et la tragédie libyenne, elle est terrible, hein, et on voit que les hommes... Ah, vous préférez, cela dit, vous aimez bien les dieux fantasques, vous aimez bien le Panthéon, vous aimez bien la Grèce avec ces dieux incroyables, vous en discutez avec Jean-Noël Jeannet. Le monothéisme, voilà l'ennemi à vos yeux, hein? Enfin, les monothéismes, pour être clair, et plus exactement l'intégrisme des monothéismes. Bon, alors, vous préférez Dionysos. Je dis que le polythéisme grec avait quelque chose d'infiniment plus apaisant, et que un des drames de la civilisation méditerranéenne, ça a été les naissances des monothéismes, et qui plus est, leur naissance dans le même lieu, Jérusalem, où leur concurrence va devenir une concurrence acharnée, violente, mortifère. Et donc,
cette violence-là entraînée par la guerre de ces monothéismes à partir du Proche-Orient, et j'en parle à propos de l'étape d'Ulysse qui est de Charybde en Scylla, c'est-à-dire cette manière cette aventure qui va de mal en pis. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient à cause de cette concurrence affreusement violente entre les monothéismes. Nous allons de Charybde en Scylla dans le conflit du Proche-Orient. Et effectivement, et vous en parlez avec Charles Anderlin, notamment quand vous faites escale à Jaffa et quand vous êtes dans cette région. On fait vraiment le tour de la Méditerranée et de tous les problèmes, même les problèmes du tourisme. Parce que moi, j'ai découvert en vous lisant, par exemple, qu'il y avait 60 millions de touristes dans les années 80 et que... il y en aura 500 millions à terme, 300 millions en 2015, c'était incroyable. Finalement, la Méditerranée, c'est d'abord la crème solaire, c'est plus du tout l'huile d'olive, et c'est pas non plus la crème à Christi. Merci infiniment, Jean Glavany. C'est une île tellement belle et avec un climat tellement tempéré qu'elle attire le monde entier. Et ce succès touristique est en même temps une menace terrible pour la qualité des sites, des côtes, de la qualité des eaux. Ouais. Et donc, oui, elle est très belle et donc elle rend fou, si j'ose dire. Merci Jean Glavany. Et grâce à vous, on trouve enfin une raison de se féliciter du Covid qui boucle les frontières et interdit aux touristes de venir étrangers d'aller sur les plages des autres impunément. Merci à vous. Donc, merci de votre invitation. 3000 ans après Ulysse, on trouve ça s'achète chez Édicence. Et je ne sais pas comment on le prononce, Édicence, a priori, normalement. Merci encore. Toute vérité révélée n'est pas une entrave au libre arbitre des individus, une négation de la construction des destins personnels par eux-mêmes sans le secours de celle-ci. Yves Maud, je suis convaincu que vous pensez à peu près le contraire de ce qu'écrit Jean Glavany sur le monothéisme et en général sur la religion. C'est-à-dire que les témoins que j'ai vus d'une des religions de monothéistes avaient comme axe de leur vie jusqu'à le prouver par le versement de leur propre sang, l'amour, la miséricorde, le pardon des offenses. Et ça a été jusqu'à ce que leur Dieu, qui représente ce monothéisme, n'est pas un Dieu vengeur, n'est pas un Dieu armé, n'est pas un Dieu... C'est un Dieu qui meurt sur une croix par amour pour son prochain. Oui, d'accord. Donc la religion, c'est mal quand c'est celle des autres, mais la foi chrétienne, c'est bien. Hein? Oui, mais enfin, je sais pas, je pense que l'éducation que moi-même j'ai reçue depuis mon enfance, c'était de dire justement que la foi chrétienne repose sur l'amour, la charité et le pardon et la miséricorde. Donc après qu'on veuille mettre en concurrence... Non, mais ça va plus loin, c'est que vous dites carrément dans votre préface que c'est l'effacement de cette foi qui plonge le monde occidental dans le désarroi, dans la manie, dans la furie, en fait. Alors, je ne vais pas opposer Athènes, Rome et Jérusalem. Bien au contraire, pour moi, c'est une alliance. Du reste, j'ai entendu cette parole dans un personnage très surprenant qui a voulu être ministre, puis il ne l'a pas été, puis maintenant il est président, je ne me souviens plus de quoi, et le maire de Pau qui disait Athènes pose la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Jérusalem y répond en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, cette réponse scandalise. Et puis Rome organise cette réponse. Ouais. Et c'est M. Béroux qui le disait. Donc je pense que c'est un homme... Ah oui, on passe des Hautes-Pyrénées de Jean Glavany au pays palois, aux Pyrénées-Atlantiques, au Béarn, qui est à 2 pas. Bon. Mais vous avez plusieurs points communs avec Jean Glavany. Hein. Vous êtes tous les deux des boomers. Et oui, vous aimez tous les deux votre pays sans aucun complexe, sans chercher à le cacher. Et vous êtes tous les deux soucieux de l'histoire, de la mémoire, de la transmission, du sentiment de dette que l'on peut avoir vis-à-vis des anciens qui nous ont laissé ce monde, et vous refusez la haine du père, qui est pourtant la caractéristique de la génération 68arde, à laquelle vous appartenez, que vous le vouliez ou non. Peut-être que Jean Glavany a eu la même chance que j'ai eue, c'est-à-dire d'avoir un père aimant, éducateur et donnant l'exemple.
C'est peut-être. Alors après, je vais corriger ce que j'ai dit sur les monothéismes. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition. Je pense que différents monothéismes ont été rassemblés, pour moi, dans la foi chrétienne. C'est-à-dire que les sagesses de la Grèce antique ont certainement apporté le message chrétien, ont permis au message chrétien de se répandre. On va parler de votre livre, donc « Ils sont seuls contre le monde », édité aux éditions Dominique Martin-Morin. Vous l'avez écrit quand, comment et où? Alors, quand je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans, à peu près, sur des carnets que j'avais, des différents voyages que j'avais faits, j'ai pris des notes. Bon, vous prenez des notes tous les jours? Non, je prends souvent des notes, notamment sur mes livres. Je fais des synthèses des livres que j'ai lus. Parce qu'à l'âge que j'ai, la mémoire commence à faillir, et quand on me pose des questions sur différentes questions... Quand vous lisez un livre, c'est un crayon à la main? Souvent, ça dépend des livres. C'est un roman. Si je prends un Agatha Christie ou un Ex Barria, non. Mais si je prends des livres... Je viens de sortir d'un livre absolument extraordinaire, des botanistes au Tibet, des pères missionnaires des missions étrangères de Paris, botanistes qui meurent du reste martyrs au Tibet, tués par les lamas, et qui avaient des échanges extraordinaires avec les Villemorins, donc ces grainetiers. Mais les lamas, c'est pas la paix, la résistance passive? Quand on lit ce livre, non. Quand on lit ce livre... alors, bon, il y a peut-être des lamas aussi, il ne faut quand même pas mettre tout le monde dans le même panier. Enfin, je pense que la dureté des lamas, esclavagisant les populations sur place, pose quand même certaines questions par rapport à ce qu'en écrit Hergé. Donc vous avez pris vos carnets il y a 3 ans et vous avez commencé à écrire cet ouvrage. Vous écrivez à quelle heure de la journée? J'aime bien écrire le soir et la nuit, oui. C'est le moment où les maisons s'apaisent, où le silence se fait et on peut mieux se concentrer, ça c'est clair. Il faut bien avoir un avantage à être insomniaque. Et vous... c'est pas le premier, hein. J'ai calculé, c'est même la 5e fois que vous parlez de ces grands témoins que vous avez rencontrés et que vous essayez de leur rendre hommage et que vous essayez de les donner à comprendre et admirer. Il y a eu la France, terre d'exil, il y a eu les condamnés, les insurgés, OA, et donc maintenant tout ça, ça fait une œuvre. Hein. Je ne sais pas si on peut parler d'une œuvre, parce que j'ai pas une plume, si vous voulez. Je rédige rapidement. Et voilà. Le premier livre a été bien écrit parce qu'il avait été très bien rédigé par une collaboratrice. Il y a du monde dans... Non, mais c'est un très beau livre que celui-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde auquel vous le dédiez. J'étais frappé de ça. C'est rare d'avoir autant de dédicaces. C'est l'œuvre d'Enfants du Mékong. C'est tout un cortège. Votre livre, c'est ça qui est formidable, c'est que, en fait, il y a une préface qui est très politique et qui explique votre engagement et les Enfants du Mékong. Et puis ensuite, il y a tous ces héros auxquels vous tenez à rendre gloire, à les resituer et à expliquer pourquoi ils vous ont touché. Ah oui. On va se mettre un peu en relation sur ce qu'on a dit en introduction tout à l'heure, à savoir que j'ai vu chez ces hommes et ces femmes qui ont travaillé à aider leurs compatriotes qui étaient confrontés à des situations hautement chaotiques, ou abyssalement chaotiques plutôt. J'ai trouvé chez ces gens qui souvent eux-mêmes ont été des gens qui ont été éprouvés, qui sortaient des prisons, des camps de rééducation et tout ça, qui ont été éprouvés dans leur chair parfois, une énergie et une paix incroyable, une joie, une sérénité, souvent en s'exprimant avec beaucoup d'humour. Je cite l'un d'entre eux que j'ai beaucoup aimé. C'était à Kunming, enfin au nord de Kunming, là, sur les marches du Tibet, où je rencontre un vieux père de 80 ans, très belle figure. Alors pour le coup, il ressemblait tout à fait à M. Chang, le héros du Lotus bleu, un grand mince, avec une belle attitude, et que je rencontre à la suite de rendez-vous qui avaient été montés avec beaucoup de prudence. Et je rencontre dans une petite cabane au fin fond, sur ces marches tibétaines. Et il parlait un français impeccable, alors qu'il n'avait jamais été en Europe, et pour cause, je l'explique ensuite. Et je lui demande, mais où avez-vous appris le français? Il dit, écoutez, j'ai été formé par Monseigneur de Gorostarzou, qui avec un nom pareil ne peut être que basque.
Et je lui avais dit, j'étais très attiré par une vocation cartésienne, c'est-à-dire d'être enfermé dans la Grande Chartreuse en France. Je voulais venir en France et puis avoir toute ma vie dans la contemplation, la méditation. Et le Monseigneur de Gorostarzou lui a dit, écoute, non, tu vois bien que c'était en 1946, l'évolution de la Chine devient extrêmement inquiétante, préoccupante, et il faut que tu restes le pasteur au milieu de tes brebis pour les protéger. Et celui-ci dit, bah voilà, il m'a refusé, et j'étais extrêmement déçu, et ce que Monseigneur de Gorostarzou m'a refusé, heureusement, Mao Tse-tung me l'a accordé. C'est-à-dire qu'il m'a mis 40 ans en cellule. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont un humour et une bonté, une bienveillance. La prison ne les a pas brisés, ceux-là. Non. Ouais, ils n'ont pas été brisés. Il arrive qu'ils brisent. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je parle de... Quel désespoir, quand même. Oui. L'homme est un animal sociable. Oui. Mais parce que dans votre livre, il y a ça, il y a ces personnages absolument lumineux que vous rencontrez et dont vous faites un portrait magnifique. Mais il y a aussi la colère. Alors, il y a 25 pages d'introduction qui sont la colère, où vous expliquez à quel point le monde actuel, le monde vous écœure, vous détestez la mondialisation, l'époque contemporaine, l'abolition des frontières, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient biologiques, génétiques. Oui. Tout cela vous révulse, vous êtes comme Houellebecq, en fait. Vous êtes dans le même dégoût. Je pense que ce monde de technique et d'affaires qui donne le primat à une vision purement matérialiste de l'homme désespère l'homme. Et ce que j'ai trouvé d'être très fort, je me souviens dans un petit village au Vietnam, perdu, au nord du Vietnam, complètement perdu, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 91. Je voyais cette population lumineuse, solidaire, d'une très grande pauvreté. Enfermée derrière une muraille au bord de la mer. Exactement, voilà, vous avez tout dit, oui, tout à fait. À l'abri du monde, oui. Et cette unité était extraordinaire, mais extraordinaire. Il y avait même un regard, j'étais avec un grand chanteur de l'Opéra de Paris, solo basse, et qui me dit, regarde les yeux de ces jeunes. Et je voyais une espèce de lumière que je n'ai jamais retrouvée ailleurs, du reste. Un regard très impressionnant, d'une pureté, d'une incandescence incroyable en même temps. Ouais. Alors, vous écrivez quand même, hors d'Europe, on découvre dans quel chaos l'humanité est plongée, avec quelle violence les populations sont éjectées de leur propre terre. On est horrifié par la centralisation de tous les pouvoirs qui rendent l'homme étranger à sa propre nation, son propre village. Alors on se dit, en voilà un qui ne s'habillera pas en Benetton, en célébrant le métissage. Mais en fait, vous décrivez très bien comment, par exemple, les capitalistes chinois dépossèdent de leurs terres, complètement. Mais des Africains, mais aussi dans votre... Parce que vous avez abandonné les enfants du Mékong, maintenant vous êtes entre... J'y étais encore hier soir. Vous êtes entre les chiens et les chevaux dans votre Bourgogne, même en Bourgogne. Ah oui, dans l'Allier. Dans l'Allier. Dans l'Allier, ce qui m'a vraiment... Ce que je dénonce, c'est que la SAFER a donné une autorisation à une société chinoise de racheter 900 hectares sans consultation des autres agriculteurs. C'est que la SAFER, c'est pour permettre à des jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer à des prix qui soient décents et leur donner la priorité pour racheter. Et là, pas question, les choses ont été données à une énorme société chinoise qui a racheté 900 hectares. C'est colossal. Trois fois le prix officiel. C'est irrésistible. Oui, c'est irrésistible. Oui, et 200 crus de Bordeaux sont passés comme ça, rachetés par les Chinois. Mais sauf qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. Sauf que par là même, vous avez l'air d'oublier que quand même la mondialisation a permis de sortir de la misère des centaines de millions de nos contemporains. Oui, mais ce n'est pas une mondialisation de façon désordonnée. Il y a des règles, il y a des lois. Et actuellement, toutes les règles et les lois sont au plus fort et au profit du plus fort et du plus riche. Je cite un industriel américain qui dit « L'avantage de la mondialisation, c'est que je peux vendre, acheter et investir en fonction de mes besoins sans avoir les entraves juridiques ou les entraves financières qui m'obligeraient à composer et du coup, ce qui lui permet d'aller d'un côté à l'autre du globe en fonction de ses propres intérêts, si vous voulez. » Voilà. Alors, bon, il faut parler quand même d'un mot, parce que ça se termine, on n'a plus beaucoup de temps là, mais il faut quand même parler du cœur du livre, quand même, de ceux qui sauvent le monde, de ceux qui se battent pour le bien
de ceux qui traversent, comme vous l'écrivez, les mondes révolus et le sauvent. Alors, vous expliquez que dans votre ONG, les Enfants du Mékong, il n'y a jamais eu de business plan, il n'y a jamais eu de programmation, de stratégie. En fait, tous les projets, que ce soit les écoles, que ce soit les foyers d'accueil, que ce soit tout ce que vous avez fait sur le terrain... Oui. C'est toujours à l'initiative de quelqu'un de valeur qu'on a rencontré sur le terrain. C'était à la Bille-Baude, si vous voulez. Bon, vous connaissez cette expression de chasse, quoi. On avance et puis on tombe sur le gibier. Et du coup, le gibier se lève. On n'a pas une stratégie d'ensemble en disant on va couvrir telle région et puis on va se prendre de cette façon, de cette façon. On avance et on découvre, d'abord par le oui-dire, hein, on découvre des personnalités très fortes qui ont commencé un mini-projet, un micro-projet, et on investit sur lui et on lui permet de prendre de l'ampleur. Et on l'aide de différentes façons. On l'aide soit par un apport en jeunes cerveaux occidentaux qu'on envoie là-bas, soit et puis financièrement, bien entendu, et puis dans la pérennité. C'est-à-dire qu'on promet d'être fidèle pendant 15-20 ans. On ne va pas dire on fait un plan à 3 ans. Ce qui est souvent la tentation, c'est de dire j'investis sur 3 ans, puis après il se débrouille. Ben non, en général, quand on a vraiment un projet sérieux, il faut accepter de travailler dans la durée. C'est comme ça. Et ça marche. C'est comme ça que ça marche, oui. Et ça a marché. Et surtout, l'objet, c'est d'enraciner les gens, de leur permettre quitter un pays. C'est une tragédie. Du reste, tout à l'heure, Jean Glavany le disait avec beaucoup de pertinence. Quitter un pays dans les conditions où il les quitte aujourd'hui, c'est-à-dire dramatiques, avec les boat people actuels, dont 1 sur 100 ou 200 meurent en mer, c'est une absurdité. Enfin, c'est pour être mal accueillis, en plus en Occident, où on est incapable de les accueillir, de leur offrir un véritable projet. Donc il faut répondre sur place. Et il y a des qualités. Et vous n'investissez dans votre ONG qu'aux côtés de ceux qui se tiennent avec les pauvres et sans aucune compromission avec les administrations mafieuses locales. Aucune. On travaille très peu avec les États. Très peu. Yves Maudre, Ils sont seuls contre le monde, publié chez DMM, la plus vieille maison d'édition française, pourrait-on dire. Elle est là depuis des siècles. Merci d'être venu jusqu'à Télésud. Ainsi va le monde, et tout continue sur Télésud.